Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'actualité sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. À la une de l'information de ce mardi 3 janvier 2017. La trêve est prolongée de 7 jours à 2 mois au Mozambique. L'opposition espère ainsi accélérer les négociations de paix dans le pays. Même volonté de paix au Soudan du Sud où le premier vice-président a appelé les citoyens à soutenir le gouvernement d'union nationale de transition. Et enfin, à un jour du délai pour annoncer les compositions définitives de leurs équipes, les footballeurs qui joueront à la CAN sont en phase finale de leur préparation. Bonsoir à tous. La trêve est prolongée de 7 jours à 2 mois au Mozambique. L'opposition du pays s'est exprimée ce mardi en déclarant le cessez-le-feu plutôt inattendu. Une décision qui suspend le conflit entre la branche armée de l'opposition et les forces gouvernementales. Afonso Dhlakama, le chef de la Renamo, l'ancienne rébellion pendant la guerre civile, souhaite ainsi accélérer les négociations de paix qui piétinent depuis fin 2016 dans le pays. La trêve prendra fin le 4 mars prochain. Et même volonté de paix au Soudan du Sud où le premier vice-président a appelé lundi les citoyens à œuvrer pour apaiser le conflit qui ronge le pays depuis décembre 2013. Taban Dengai a ainsi demandé aux civils de la ville de Yei de revenir et de soutenir le gouvernement d'union nationale de transition. La déclaration du premier vice-président a été prononcée place de la Liberté à Yei devant les soldats de l'armée populaire de libération du Soudan ainsi que des ministres et des officiers de la PLS. Et je vous propose d'écouter M. Dengai. Je suis le commandant en chef. Je leur ai dit de tous aller au cantonnement. Plus de combat, c'est fini. J'appelle les civils de Yei qui ont quitté Yei à revenir. De rentrer à Yei, ils vont demander ce qui a changé. Tabang Deng et Kuol Manyang et Dr Martin Elia affirment qu'on doit rentrer. Qu'est-ce qui a changé à Yei? Ce qui a changé, c'est que l'armée aura de la discipline. Bientôt, il y aura beaucoup d'argent issu du pétrole. Et cette fois-ci, cet argent ira pour les routes. Il ne sera pas utilisé de façon corrompue. Il sera investi dans les routes, dans l'accès à l'électricité, dans de nouvelles villes, l'agriculture, l'éducation. Nous voulons que Yei ait une université. Qu'est-ce qui empêche d'avoir une université? Nous avons beaucoup d'argent, mais on n'a fait que le gâcher jusqu'à présent. Nous voulons rapidement rouvrir les routes. C'est ce qui aidera l'économie. Ça changera rapidement, ça permettra d'augmenter la production. Nous allons augmenter la production de pétrole, ouvrir les routes, établir de bonnes relations avec nos voisins pour que les affaires s'améliorent. On va établir de bonnes relations avec la République démocratique du Congo, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie et avec le Soudan. L'insécurité routière est un fléau dans le monde entier et particulièrement sur certaines routes en Afrique. En Côte d'Ivoire, le triste sort d'une famille victime des pratiques du grand banditisme en septembre 2009 sur l'autoroute du Nord entre Abidjan et Yamoussoukro n'est pas resté sans impact. Sous l'inspiration de la douleur ressentie par la perte de son fils Jean-Baptiste, Marie-Christine Animane Gogoné, devenue écrivaine, interpelle désormais les autorités politiques, sécuritaires ainsi que les médias sur les engagements à lutter en Afrique contre l'insécurité en général et la délinquance routière en particulier. Oui, la douleur peut être source d'inspiration littéraire quand on refuse surtout de se laisser gagner par le spleen. Devant les ravages émotionnels provoqués par la perte de son fils Jean-Brice Gogoné, jeune universitaire de 22 ans à l'avenir professionnel certain, victime le 16 septembre 2009 d'un braquage sur l'autoroute du Nord en Côte d'Ivoire, alors qu'il se rendait avec son père à Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, Marie-Christine Anima Gogoné a trouvé la force de se surpasser en donnant naissance au martyr de l'autoroute. Une invitation au dépassement et à l'audace par le biais de la douleur, un sentiment bien humain, difficilement maîtrisable. Je l'ai écrit pour me vider. Je l'ai écrit aussi pour faire ressortir les impairs du corps habillé. Je l'ai écrit pour faire ressortir les impairs du quatrième pouvoir qu'est la presse. Je l'ai écrit pour faire ressortir la douleur de mon cœur. C'est des individus mal intentionnés qui ont eu des armes par
des parrains, parce que c'est des armes qui coûtent très cher, qui ne savent pas quoi en faire. Alors ils l'utilisent pour éliminer les pauvres passants que nous sommes. Souvent, on vit des épreuves de la vie, et alors que sous d'autres tropiques, ces expériences-là font l'objet de romans, d'œuvres que les gens écrivent, de témoignages, d'histoires qui servent leurs contemporains, on se rend compte que souvent, chez nous, ce n'est pas le cas. Anima Gogoné, responsable dans l'administration scolaire ivoirienne, devenue écrivaine par la force des choses, interpelle les autorités politiques, sécuritaires et les médias sur l'effort à faire nécessairement pour combattre efficacement l'insécurité routière et autoroutière dans les pays africains. Les accidents de la circulation font certes régulièrement de nombreuses victimes, mais l'insécurité instituée par les braquages et pratiques des coupeurs de route, phénomène fréquent en Afrique, semble reléguée au second plan alors qu'elle doit figurer parmi les priorités des gouvernements. Le gouvernement a pris la mesure effectivement de la grande criminalité sur les routes, en dehors des accidents de la circulation routière, pour mettre en place un véritable programme pour la surveillance de la circulation routière. L'Afrique est comme sous l'orage, pour reprendre le titre du livre de Seydou Badian. L'orage des guerres, l'orage des conflits, l'orage des violences, l'orage des crises à n'en plus finir. Eh bien, je souhaite que l'Afrique passe aussi sur l'autre rive. Que ce ne soit plus ce continent saturé de mauvaises nouvelles, mais que ce soit un continent de bonnes nouvelles. Évidemment, les populations africaines attendent de leurs gouvernants des décisions et actions de sécurisation tous azimuts des autoroutes, transformées hélas en lieu de prédilection par les bandits de grands chemins, assurer, selon elles, qu'un terme peut être mis à l'insécurité en général et à la délinquance routière en particulier. Au nord du continent, le tourisme si cher à l'Égypte est en chute libre. En cause, la révolution de 2011 qui a mené à la destitution du président Hosni Moubarak, puis celle du président Mohamed Morsi, sans compter l'instabilité politique et la menace terroriste. Conséquence, sans la manne financière prodiguée par le tourisme, difficile d'entretenir le patrimoine national. Reportage. Le ministère des Antiquités, c'est un ministère qui s'autofinance. C'est un ministère qui était un conseil suprême des Antiquités avant la révolution de janvier 2011, qui était un conseil très riche. Et depuis janvier 2011, avec la chute du nombre de touristes, nos recettes ont fortement baissé. Et ceci a touché fortement l'état des monuments égyptiens de toutes les périodes. Nous, on travaille sur le rapatriement de toutes les collections qui sont sortis de l'Égypte d'une façon illégale et on réussit à rapatrier pas mal d'objets. La semaine dernière seulement, on a rapatrié 4 objets des États-Unis, une stèle de la Suisse et 2 lustres des Émirats. On a réouvert dernièrement le musée de Malawi qui a été saccagé il y a 3 ans par les terroristes. On a réouvert le musée de Komoshim au Fayoum. On ouvre le mois prochain, on rouvre le musée d'art islamique, dont la façade et quelques objets ont été détruits durant un acte terroriste en janvier 2014. On ouvre partiellement le musée de la civilisation égyptienne, le Nemek, en janvier aussi. Le GEM, le grand musée, donc on l'ouvre partiellement dans 1 an et demi. Tout ça sont des projets qu'on mène pour pouvoir attirer du monde. Non loin de là, la Tunisie accueillait lundi le retour de la dépouille de 2 des 39 victimes de l'attentat turc du Nouvel An à Istanbul. Les corps ont été rapatriés à l'aéroport du Tunis où les cercueils recouverts du drapeau national ont été remis à leurs proches. Parmi eux, une famille franco-tunisienne. L'une des victimes est franco-tunisienne et je pense beaucoup aujourd'hui à sa famille, à ses parents et cette petite Chérine qui a 5 mois et qui de facto est orpheline de ses parents, est aujourd'hui pupille de la nation française qui l'accompagnera jusqu'à la fin de l'histoire. Et retour justement sur l'enquête sur l'attaque sanglante de la discothèque Lorena la nuit du Nouvel An à Istanbul en Turquie. Ce mardi, les autorités turques retiennent 16 personnes en garde à vue.
parmi elles l'épouse de l'assaillant présumé, ainsi que 2 étrangers qui ont été interpellés à l'aéroport Atatürk de la capitale. Ces arrestations sont intervenues alors que la recherche du tueur présumé se poursuit et son profil se précise. Une vidéo de l'homme sur la très touristique place Taksim a été diffusée par l'agence de presse d'Oran. Les autorités turques qui ont diffusé les photos du suspect estiment qu'il est originaire d'un pays d'Asie centrale, le Kyrgyzstan ou encore l'Ouzbékistan. Le journal Hurriyet qui a diffusé cette information relate également qu'il a combattu pour le groupe État islamique en Syrie. Selon le quotidien, il serait lié à la cellule qui a commis le triple attentat suicide de juin dernier à l'aéroport Atatürk et qui a fait 47 morts. Les autorités reprises par les médias turcs affirment que le suspect a suivi un entraînement au maniement des armes poussées avant de venir s'installer dans le sud de la Turquie. Il vivait à Konya avec son épouse et leurs 2 enfants. Toujours à l'international, au moins 56 prisonniers ont été massacrés dans une prison du nord du Brésil. À l'origine de ce drame survenu dans la nuit de dimanche à lundi, une guerre des gangs à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire Anísio Jobim à Manaus. Avant d'être maîtrisée, la mutinerie a duré 17 heures et 12 surveillants ont été pris en otage puis libérés. 87 prisonniers ont profité de la situation pour tenter de s'échapper. Les règlements de compte entre trafiquants de drogue incarcérés ne sont pas rares au Brésil. En 1992, 111 personnes avaient perdu la vie dans une prison de Sao Paulo. Et à Manaus, plusieurs détenus ont été décapités lors de ces affrontements de lundi. Le secrétaire de l'État d'Amazonie à la sécurité publique parle du plus grand massacre commis dans une prison en Amazonie. Je vous propose de l'écouter. Ils n'ont pas tous été décapités, mais un grand nombre de détenus l'ont été. Ce qu'on a pu observer, ils ont été victimes de beaucoup d'abus. Il y a eu beaucoup de violence. C'était en quelque sorte une façon d'envoyer un message à une autre faction. Nous vivons une guerre silencieuse du trafic de drogue et l'État se doit d'intervenir. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un gang se battre avec un autre. Selon mes calculs, quelques 40 ou 50 prisonniers ont de nouveau été capturés, mais je crois que ça pourrait être encore plus. Toujours en Amérique du Sud, les collines de Valparaíso au Chili sont de nouveau en proie aux flammes. Lundi après-midi, un énorme incendie s'est déclaré sur une 50aine d'hectares de cette ville portuaire, surnommée la Perle du Pacifique. Le vice-ministre de l'Intérieur chilien a recensé une centaine d'habitations détruites sur les 500 que compte le secteur. Lundi, en début de soirée, l'incendie était en partie maîtrisé, et ce grâce à l'intervention de centaines de pompiers et d'une dizaine de bombardiers d'eau et d'hélicoptères. Valparaíso est une ville classée au patrimoine mondial de l'humanité depuis 2003. Les ravages provoqués par l'incendie de lundi ont fait au moins 19 blessés selon les autorités et 200 personnes ont été également évacuées, 48 000 privés de courant. Je vous propose d'écouter ces riverains. Le feu venait de l'autre côté de la colline, mais on ne pensait pas qu'il arrivait aussi vite. Le vent a soufflé d'un coup et les flammes sont sorties de tous les côtés dans la rue d'en bas. Les pompiers sont arrivés et nous ont demandé de partir. On est revenu pour voir et il ne reste plus rien. On a tout perdu, tout. La fumée, on ne pouvait rien faire, on étouffait à cause de la fumée. Mes yeux me faisaient mal, on a dû évacuer, on a dû partir et on a tout perdu. Dans les Caraïbes, l'île de Cuba rendait hommage hier à Fidel Castro. La cérémonie s'est tenue à La Havane et marquait le 58e anniversaire de la Révolution. Le traditionnel défilé a été l'occasion pour les militaires cubains de célébrer leur ancien chef d'État, décédé le 25 novembre dernier à l'âge de 90 ans. Après eux, la place de la Révolution a été investie par des milliers de personnes. Une marche du peuple combattant convoquée par le frère du père de la Révolution cubaine, le président Raúl Castro. En France, à présent, les 4 supporters du club de football anglais de Chelsea accusés de racisme l'an dernier en marge d'un match de la Ligue des Champions dans le métro parisien ont été reconnus coupables.
La justice française a condamné les accusés à des peines allant de 6 à 12 mois de prison avec sursis. Ils devront également verser solidairement 10 000 € de dommages et intérêts à la victime. Chelsea interdit à vie les hommes impliqués d'entrer dans son stade de Stamford Bridge. La scène filmée par un témoin et diffusée dans les réseaux sociaux avait suscité l'indignation. Elle montrait ses supporters de Chelsea empêchant Souleymane Sylla, un franco-mauritanien d'une trentaine d'années, de monter dans le métro et fredonner des paroles racistes. Les premiers ministres français et britanniques de l'époque, Manuel Valls et David Cameron, avaient exprimé leur indignation. Souleymane Sylla avait reçu un appel téléphonique du président François Hollande. Et la victime s'exprime. À cause d'eux, j'ai eu des problèmes. À cause d'eux, j'ai pas pu voyager. À cause d'eux, mon travail a failli me mettre dehors. À cause d'eux, j'ai été rétrogradé de mon travail. Donc, c'est mon avenir qui a été bouleversé. Et sur ça, vous voulez que je leur pardonne? Au nom de quoi? Jamais de la vie. C'est un bouleversement total, familial, financier. J'étais bloqué pendant quand même 2 ans que j'ai pas voyagé à cause d'eux. Donc, au fait, j'ai l'impression que c'était moi qui étais dans le prison, en fait. Les 4 supporters n'ont pas reconnu. Parce qu'effectivement, il n'y a eu jamais une once de remords et de reconnaissance, justement. En revanche, vous allez voir à l'audience que les vidéos sont extrêmement claires, extrêmement audibles. Et on arrive très clairement à identifier les 4 personnes qui, non seulement ont les gestes violents à l'égard de M. Sylla, mais aussi qui chantent à tue-tête We are raciste, etc. Donc là-dessus, oui, on n'aura aucune ambiguïté là-dessus. Il est inconcevable que de nos jours, un homme puisse subir une humiliation comme a subi le plaignant. Mais la justice est saisie pour prononcer des sanctions individuelles et non pas une sanction collective. Mon client est venu pour s'expliquer devant ses juges. Mon client, qui n'a jamais fait l'objet d'une sanction en Angleterre, est venu pour démontrer son innocence. En Jordanie, conduire un taxi n'est plus l'affaire uniquement des hommes. Nisrine Akoubé passe 10 heures par jour dans son automobile, une activité plutôt insolite dans une Jordanie musulmane conservatrice. Avec ses collègues, elle veut rendre cette profession honorable pour les deux sexes, défiant ainsi les normes de cette société patriarcale. Reportage. Attachée derrière le volant de son taxi, Nisrine s'élance dans les embouteillages d'Amman. Cette veuve de 31 ans, ancienne infirmière et mère de 3 enfants, travaille 10 heures par jour transportant des clients aux 4 coins de la capitale jordanienne. Un défi aux habitudes conservatrices du pays. Les gens ne me regardent pas tous de la même façon. Certains dans la rue m'encouragent quand ils me voient derrière le volant. Ils me disent que je suis un exemple. Et d'autres ont cette culture de la honte. Ils me disent, c'est un travail d'homme, tu dois rester chez toi. Mais non, je ne dois pas rester chez moi. Nisrine est l'un des taxis roses, ces véhicules conduits par des femmes pour les femmes. La plupart de ses clientes sont des infirmières de nuit, des mères allant chercher leurs enfants à la crèche ou des étudiantes qui se sentent plus en sécurité dans son taxi. Je termine les cours autour de 15h30 et comme c'est l'hiver, il fait nuit tôt et je préfère utiliser les taxis roses quand il est tard. Je ne les prends pas que pour aller à l'université, je les prends aussi pour sortir le soir. C'est mieux et c'est plus confortable. Les femmes peuvent commander un taxi rose grâce à une application mobile, un service déjà testé au Caire et officiellement lancé cette année à Amman, le jour de la fête des mères. On a commencé avec 5 voitures et maintenant nous avons 10. Ces voitures sont conduites par des femmes pour notre clientèle féminine. Et la plupart d'entre elles sont des femmes qui terminent tard le travail, comme les infirmières. 12 000 taxis écument tous les jours les rues de cette ville de 4 millions d'habitants, mais seulement 500 000 Jordaniennes ont le permis de conduire dans tout le pays. C'est 20% du nombre total de conducteurs. Une statistique que les taxis roses espèrent changer. Retour en Afrique pour parler préservation de la nature. En Afrique du Sud, le guépard sprint serait en voie d'extinction. Ce triste constat émane de la récente étude menée à l'échelle mondiale par l'Académie américaine des sciences. Seuls 7100 guépards à l'état sauvage seraient toujours présents sur notre planète. Et en Afrique du Sud, les chercheurs de Wild Cheetah Center, près de Pretoria, font tout leur possible pour sensibiliser la population aux graves dangers qu'encourent ces félins et particulièrement vulnérables. Si des mesures radicales
médicales ne sont pas prises urgemment, eh bien l'espèce risque tout simplement de disparaître prochainement. Et les menaces principales sur ce guépard sprint sont la disparition de son habitat naturel du fait de l'invasion des hommes et de leur chasse. Résultat, ce sont 100 000 de ces animaux qui ont disparu en seulement un siècle. C'est très décourageant de voir ces chiffres et je crois que la raison principale est une combinaison de facteurs. L'un des plus importants est bien sûr le fait que l'habitat se réduise depuis plusieurs années et de façon drastique ces 30 dernières années. Le sud de l'Afrique est le bastion du guépard. Donc si vous regardez ces chiffres, leur nombre semble plutôt stable. Mais si vous regardez d'autres pays africains, en Afrique centrale par exemple, il y a un certain nombre de pays où ils ont complètement disparu. Donc c'est un vrai problème qui pourrait toucher le sud de l'Afrique prochainement. Si on ne protège pas les animaux dans cette région, la population tout entière va diminuer. J-11 avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon. Et les effectifs des différentes sélections se font connaître au jour le jour. Ce mardi, l'équipe du Cameroun était en plein entraînement et nouveau rebondissement. Le vice-capitaine Eric Maxime Choupo-Moting a annoncé son refus de participer à la CAN. Complément d'information avec Philippe Bonny. Une rentrée sportive tourmentée des Lions indomptables. La sélection camerounaise de football a repris du service ce mardi dans un cafouillage absolu. Dans la perspective de la CAN 2017, le sélectionneur Hugo Broos a préconvoqué 35 joueurs. Et au pointage ce mardi, seuls 25 étaient en cage. La raison, près d'une dizaine ont décidé de boycotter l'appel du coach et ont décliné leur participation à la CAN gabonaise. Les joueurs ont justifié leur absence par des raisons sportives liées à leur club. Mais la plupart parlent sous anonymat de l'ambiance délétère qui prévaut dans la tanière. Les Lions indomptables sont devenus l'objet de toutes les railleries en raison d'une organisation malsaine et absolument inappropriée pour certains joueurs qui pour la plupart évoluent dans des clubs professionnels. Manque de planification, interférence des dirigeants fédéraux et des agents dans les choix des joueurs, non-paiement des primes dues aux joueurs, changement intempestif des effectifs, la liste des griefs est interminable qui démotive même les joueurs les plus patriotes. Après Joël Matip de Liverpool, c'est Eric Choupo-Moting qui a annoncé ce début de semaine qu'il ne viendra pas chez les Lions indomptables tant que les conditions d'une gestion professionnelle ne sont pas réunies. Le joueur de Schalke 04 s'est dit victime de frustration. Depuis l'arrivée d'Hugo Broos et alors qu'il est de loin le meilleur à son poste, il lui est préféré des joueurs de seconde zone. C'est donc une équipe camerounaise complètement décapitée qui affronte au premier tour de la CAN gabonaise le Burkina Faso, le Gabon et la Guinée-Bissau. Et les 16 équipes en compétition ont jusqu'à mercredi soir pour annoncer leur composition définitive à la CAN. En attendant, les vice-champions d'Afrique sont à 26 à l'entraînement. L'entraîneur des Black Stars du Ghana détaille son effectif sans Jeff Schlupp ni Kwadwo Asamoah. Les attaquants sont Asamoah Gyan, Al-Ali, Émirats Arabes Unis, Jordan Ayew, Aston Villa, Angleterre, Abdulmajid Waris, Lorient en France, Ebenezer Asifoua, Sion en Suisse, Bernard Tekpete, Schalke, Allemagne. Les joueurs sont très contents, nous avons eu une réunion avec eux, ils sont aussi investis. Tout le monde a hâte de commencer une brillante Coupe d'Afrique des Nations. Et nous pensons que c'est une bonne opportunité pour nous de remporter le trophée, même si on est dans un groupe très difficile. Ça fait longtemps que je suis dans le foot. Sans pression, il n'y a pas de victoire. Quand vous gagnez, vous devez aussi gagner les matchs suivants. Quand vous perdez, vous devez vous en remettre. C'est une bonne pression. Bien sûr, c'est une grosse pression parce que nous attendons nous-mêmes de gagner les matchs. Et nous allons en Afrique pour gagner, pas pour autre chose. Et chez les Égyptiens, l'espoir de reconquérir les sommets du football continental est particulièrement grand. Après une dernière victoire en 2010 avant la Révolution, l'entraîneur argentin des septuples champions d'Afrique compte bien tirer le meilleur de ses pharaons. Je demande toujours aux joueurs de donner 100% de leurs efforts pour gagner chaque match, quelle que soit son importance. Nous allons au Gabon et nous voulons remporter la compétition. Les gens me posent des questions dans la rue à propos de la Coupe du Monde, mais gagner la CAN est aussi important. Nous n'allons jamais penser que le championnat d'Afrique n'est pas important. Nous allons là-bas pour le gagner. Nous allons essayer de faire de notre mieux, à commencer par le match contre la Tunisie le 7 janvier. Nous allons essayer de gagner chaque match que nous jouons.
C'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres développés ce soir. La trêve est prolongée de 7 jours à 2 mois au Mozambique. L'opposition espère ainsi accélérer les négociations de paix dans le pays. Même volonté de paix au Soudan du Sud où le premier vice-président a appelé les citoyens à soutenir le gouvernement d'union nationale de transition. Et enfin, à un jour du délai pour annoncer les compositions définitives de leurs équipes, les footballeurs qui joueront à la CAN sont en phase finale de leur préparation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour Vox News. Bonne suite de programme sur Vox Africa.